Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Togo, malgré l'interdiction des autorités, l'opposition appelle de nouveau à manifester dans plusieurs villes du pays contre l'organisation unilatérale des législatives, mais surtout contre un 4e mandat du président Faure Gnassingbé. Dans l'actualité également, l'Algérie toujours sous le choc après le crash d'un avion ce mercredi 11 avril qui a fait 257 victimes. Le président Abdelaziz Bouteflika a décrété 3 jours de deuil national. Et puis en Tunisie, l'État lance un plan de récupération des créances dites douteuses, estimées à 2,72 milliards de dollars. La mesure fait partie des réformes recommandées par le FMI afin de redresser l'économie du pays en crise depuis la révolution de 2011. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, le nouveau président de la République, Julius Maada Bio, a dévoilé ce jeudi 12 avril une première liste de 14 ministres devant former son gouvernement. Le chef de l'État a nommé entre autres les ministres de l'Enseignement, de la Santé et de l'Énergie. Ces désignations interviennent quelques jours avant l'expiration du mandat de l'équipe de transition mise en place par le président et chargée de faire l'état des lieux des ministères et d'autres institutions du gouvernement sortant d'Ernest Bai Koroma. Au Togo, dans plusieurs villes du pays, l'opposition appelle à manifester contre l'organisation unilatérale des législatives et des locales, mais aussi contre un 4e mandat du président Faure Gnassingbé. Une manifestation de 3 jours interdite par le gouvernement togolais. Malgré les violences signalées, la coalition continue d'appeler à de nouvelles mobilisations. Des détails dans ce reportage, notre correspondante Emefa Kofi. Au lendemain de la première journée de manifestation de l'opposition, à Lomé, la capitale togolaise, les activités économiques ont timidement repris ce jeudi 12 avril. Mercredi, alors que la marche de l'opposition a été interdite pour cause de non-respect des accords du dialogue intertogolais dirigé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, les débuts d'attroupement ont été dispersés par les forces de sécurité, donnant ainsi lieu aux courses-poursuites, bastonnades, jets de pierre et de gaz lacrymogène. Nous sommes sortis pour la marche. Mais l'armée nous a empêchés de marcher. Ils ont lancé les gaz et nous nous sommes dispersés. Il faut que Faure accepte le changement et l'alternance politique dans le pays. Qu'ils nous disent que oui, il finit le mandat et en 2020, il ne peut plus se représenter. Cette nouvelle vague de violence intervient au moment où le dialogue est toujours en cours. Mais les résultats tardent pour l'opposition qui n'entend pas laisser le président Faure Gnassingbé briguer un 4e mandat à la tête du pays. Au collectif des associations contre l'impunité au Togo, il y a lieu de parvenir le plus tôt possible à un compromis entre pouvoir et opposition. On croyait quand même qu'avec le début du dialogue, on aurait trouvé une solution à cette crise qui dure depuis longtemps. Mais malheureusement, nous constatons qu'en réalité, les partis n'ont pas évolué considérablement et qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours à la case de départ. Bilan officiel de la journée de manifestation de l'opposition, 40 personnes interpellées à Lomé et Palimé, dont 19 libérées et des dégâts matériels. La coalition des partis politiques de l'opposition appelle de nouveau à manifester ce samedi 14 avril 2018 pour protester notamment contre la candidature du chef de l'État Faure Gnassingbé en 2020. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, effectue ce vendredi 13 avril une visite de travail et d'amitié au Burundi, l'occasion de s'entretenir avec son homologue burundais, Pierre Nkurunziza. Cette visite d'une demi-journée s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a entamée en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le chef de l'État gabonais est déjà passé par le Rwanda, l'Angola et le Congo. Le président algérien décrète un deuil national de 3 jours, une décision qui fait suite au drame survenu dans la matinée du 11 avril. Un avion militaire s'est écrasé près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger. 257 victimes sont à déplorer. On fait le point avec Ashley Duprat. C'est le pire drame aérien jamais connu en Algérie. Dans la matinée du 11 avril 2018, peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger, un avion militaire s'est écrasé. À son bord, 257 personnes, dont la plupart faisaient partie du corps militaire. Tous ont péri dans l'accident. Hier, c'était une journée horrible. Nous pouvions à peine boire et manger à cause de la tragédie. Je demande la grâce de Dieu et je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un fils, un frère ou un mari.
Pour l'heure, aucune hypothèse n'a été avancée pour expliquer un tel accident, mais selon des témoins, des flammes émanant de l'un des 4 moteurs de l'Ilyushin auraient été vues, et ce, dès le décollage. Un récit qui soulève la question de la maintenance de la flotte militaire algérienne. Mais selon certains observateurs, la remise en question de la flotte militaire algérienne n'est pas à l'ordre du jour. Généralement, la flotte aérienne de l'armée algérienne, c'est une flotte qui est soumise à une maintenance et un suivi. Généralement aussi, l'armée algérienne équipe surtout d'avions de fabrication historique. Cela date déjà depuis de 60 ans. Par exemple, c'est une flotte qui est assez moderne et qui est modernisée aussi, puisque les achats ne s'arrêtent pas à longueur d'années, selon bien sûr les besoins. Dans le pays, la solidarité s'intensifie. En grève depuis plus de 2 mois, les médecins résidents algériens ont retrouvé leur blouse afin d'apporter l'aide nécessaire aux victimes dans les unités d'urgence du pays. En Tunisie, l'État prévoit de récupérer environ 6,5 milliards de dinars, soit 2,72 milliards de dollars, de créances dites douteuses en raison de la situation économique et financière des institutions concernées. Le plan fait partie des réformes recommandées par le FMI afin de redresser l'économie du pays en crise depuis la révolution de 2011. Le point avec Solène Duplessis. 6,5 milliards de dinars, soit l'équivalent de 2,72 milliards de dollars, c'est la somme des créances douteuses que doit récupérer le gouvernement tunisien. L'annonce a été faite par Taoufik Radji, le ministre des Réformes économiques. 3 banques seraient concernées par ce plan de récupération, à savoir la Société tunisienne de banque, la Banque nationale agricole et la Banque de l'habitat. Le gouvernement envisage de créer un comité de suivi des travaux afin de mettre en place un cadre législatif favorable. Le gouvernement a envoyé un projet de loi au Parlement pour donner aux banques des outils légaux pour récupérer les créances douteuses, comme la possibilité d'annuler les pénalités de retard et de donner à ces banques le droit de réconciliation avec les clients. L'opération de récupération de ces créances douteuses intervient dans le cadre du plan de réforme recommandé par le FMI pour sortir le pays de la crise économique. Une crise économique qui perdure depuis la révolution de 2011. En 2015, les 3 banques concernées avaient déjà bénéficié d'un plan de recapitalisation d'environ 400 millions de dollars de la part du gouvernement. Ce problème n'est pas nouveau. Et depuis 2011, le premier emprunt contracté par la Tunisie auprès du FMI, après la Révolution, visait 4 axes. Et surtout, la restructuration du capital des banques publiques, des 3 banques publiques qui perdent énormément d'argent et qu'ils ont dû recapitaliser à plusieurs reprises, mais sans soigner les trous qu'il y avait dedans. Ils n'ont toujours pas remboursé les emprunts qu'ils ont contractés auprès du FMI pour traiter ce problème-là spécifique, mais la cause de tout ça n'a pas été traitée. Dans un rapport datant du 28 février 2018, l'agence de notation financière Moody's avait constaté le niveau élevé de créances douteuses qui pourraient avoir de fortes conséquences sur les performances du crédit accordé par les banques du pays ainsi que sur les conditions de liquidité. Pourtant, selon l'agence, la croissance du crédit devrait toutefois rester élevée grâce à une hausse de la croissance économique de 2,8% en 2018 contre 2,3% en 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.